Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre présentation sur les randonnées culturelles. Voilà, je vois que petit à petit vous vous connectez. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Yvan Orinti. Bonjour Yvan. Bonjour Béatrice. Yvan est historien, docteur S lettres classiques, diplômé en histoire des idées allemandes, enfin j'en passe et des meilleurs. Yvan travaille pour Interment comme conférencier depuis plus de 10 ans. C'est un de nos meilleurs conférenciers et c'est aussi un conférencier qui accompagne beaucoup de randonnées culturelles et qui a contribué à la création de voyages, randonnées culturelles. Merci d'être là avec nous, Yvan. Vous allez nous présenter un petit peu la gamme, randonnée culturelle, les principaux voyages que vous accompagnez. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir avec nous deux créateurs de voyages. Et ces créateurs de voyages, c'est Tania et Hugues. Bonjour Tania et Hugues. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Bonjour à tous. Alors vous êtes là dans les locaux d'Intermed, hein, c'est les bureaux là où travaillent les créateurs de voyages. Et vous créez en particulier les randonnées culturelles. Oui, tout à fait. Oui. Oui, on travaille particulièrement sur les randonnées culturelles, donc une marque qu'on aime beaucoup. Vous allez découvrir un petit peu ce que nous proposons, donc les différentes destinations au cours de la présentation d'Yvan. Alors, Yvan, dans un premier temps, va faire sa présentation et après la présentation d'Yvan, vous interviendrez, je crois, pour présenter notamment les nouveautés. 2024. Voilà, tout à fait, les nouveautés pour l'année prochaine. Super. Écoutez, vous pouvez, pendant la présentation, poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, on vous répondra. S'il y a des problèmes techniques, vous le signez dans le chat, on essaiera de les régler. Et à la fin de sa présentation, Yvan répondra aux questions que vous aurez posées dans le chat, Hugues et Tania également. Donc, sans tarder, on va commencer cette présentation. Yvan, je vous cède la parole. Voilà, merci Béatrice, et puis merci à Tania et Hugues, avec lesquels je travaille régulièrement, d'être présents aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter donc une partie, donc déjà l'esprit de cette gamme sentier, donc qui marche sur les sentiers culturels, qu'on appelle randonnée culturelle ici chez Intermed, avec une grande diversité, donc des voyages qui sont pour des destinations lointaines, comme la Jordanie, l'Égypte, l'Asie mineure et centrale, et puis des destinations plus européennes, avec bien sûr la Crète, le Portugal, entre autres, l'Angleterre, etc., la Baltique. Et le cœur de notre production ici, qui est bien sûr l'Italie, puisque l'Italie se prête particulièrement à ce type de voyage qui mêle les joies de la randonnée et les plaisirs de la visite culturelle. Voilà, c'est donc une gamme qui existe chez Intermed depuis 2010 et donc l'an prochain, ce sera sa 15e saison déjà, avec chaque année de plus en plus de voyages, une gamme qui s'étoffe véritablement au cours des années. Alors l'esprit de cette gamme, justement, c'est cela, c'est de rester dans un voyage qui est culturel, qui a un fort rapport historique, en histoire de l'art, donc en patrimoine, mais également donc, qui permet de découvrir le patrimoine paysager, les us et coutumes locaux, etc. C'est un moment donc, qui est aussi un moment de partage, donc alors partage de connaissances, ça c'est évident dans un voyage culturel, mais aussi donc de partage au cours des randonnées, randonnées dont vous voyez un exemple ici, c'est dans le voyage donc Naples et Campanie, donc la baie de Campanie à l'ombre des cités ensevelies et du volcan. Et le sentier que vous pouvez admirer ici, c'est le fameux Sentier des Dieux, qui est un des plus beaux sentiers qui soit en Italie, donc sur cette côte amalfitaine, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous le réalisons donc dans le cadre d'un de ces voyages de randonnée culturelle, donc dans le sud de l'Italie. Moment de partage, je disais également, puisque c'est une spécificité de cette gamme, puisque nous sommes en randonnée, et en randonnée à destination de sites culturels, que ce soit églises, châteaux, sites archéologiques, etc. Eh bien, nous avons l'occasion, par plusieurs fois, dans chaque voyage, d'effectuer des pique-niques. Ça, c'est un peu une spécificité, un peu une marque de fabrique de nos sentiers culturels.
Et donc voilà, là, l'exemple d'un pique-nique qui se passe ici dans le Chianti, en Toscane, lors du voyage Toscane, les chemins de la Renaissance. Alors, ces pique-niques, c'est bien sûr très pratique parce que cela nous permet de profiter du paysage environnant lors de la randonnée, d'admirer les sites au loin, mais donc c'est aussi la possibilité de goûter les produits locaux, et je pense en termes de charcuterie, de vin, de fruits et légumes, mais aussi bien sûr d'huile d'olive quand on parle d'Italie. C'est un peu tout cela qu'on propose dans les pique-niques. Donc un pique-nique, c'est aussi un moment de découverte culturelle, d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, il y a de toute façon cette part culturelle qui est la plus importante, qui est quand même le cœur de notre métier ici, et qui inclut donc des visites classiques, comme ici, vous voyez, bien sûr, le Duomo de Florence, que nous avons l'occasion de visiter. Et nous avons l'occasion également, puisque nous sommes avec des gens qui marchent, eh bien, de monter jusqu'au Campanile de Giotto, que vous voyez ici, pour admirer donc Florence depuis les hauteurs. Voilà. Donc un programme culturel et un programme également avec des découvertes en randonnée, et que nous essayons d'agrémenter le plus possible avec des dégustations, notamment parfois des dégustations de vin, des dégustations d'huile d'olive, etc. Voilà. Donc voilà pour l'esprit de la gamme. C'est un peu une autre manière de voyager. C'est aller vers les sites emblématiques de chaque région au rythme de nos pas. Découvrir un pays, découvrir ses coutumes, découvrir effectivement la beauté de sites naturels ou de patrimoine, tout en marchant et en découvrant donc les divers, en proposant diverses approches dans ces régions ou pays que nous traversons. Alors pour les questions effectivement sur le voyage, puisque là je vais vous présenter quelques destinations que je connais bien, que je pratique depuis longtemps. Donc les questions que vous aurez sur tel ou tel voyage que j'aurai présenté, vous pourrez les poser donc à la fin de mon intervention. J'ai choisi de vous présenter donc 9 voyages qui font partie de ce catalogue, 8 qui sont en Italie, et je les présenterai donc en allant du nord vers le sud, plus un voyage en Bavière, donc que j'ai conçu également pour les randonnées culturelles. Alors, donc, une petite précision dans ces voyages de randonnée culturelle, il y a différents niveaux, j'entends différents niveaux de marche, donc sur lesquels il faut bien se renseigner avant de partir. Il y en a qui sont très accessibles, je pense au voyage en Bavière, et puis certains qui sont plus exigeants, notamment comme le voyage dans les Cinque Terre, et donc de Gênes à Pise par les Cinque Terre, où là, les randonnées sont un peu plus difficiles et nécessitent une certaine expérience de la marche afin que tout se passe pour le mieux. Un petit rappel aussi, bien sûr, tout cela nécessite un certain équipement, donc chaussures de randonnée, gourdes, sac à dos, etc. Et puis une pratique assez régulière de la marche, donc d'être en forme pour profiter pleinement donc des lieux que nous découvrons ensemble. Voilà, le principe, si je dois résumer, pour ces voyages de randonnée culturelle, c'est que toute marche doit nous mener à une découverte culturelle, qu'elle soit paysagère, patrimoniale, gastronomique, etc. Alors, je vais commencer avec quelques voyages que j'encadre donc depuis plusieurs années pour la randonnée culturelle d'Intermed, comme je vous le disais, donc en allant de l'Italie du nord vers le sud, et puis je vous présenterai également un peu la Bavière. Alors, vous avez reconnu, en bas à gauche de cette image, la fameuse Villa Balbianello, où ont été tournés plusieurs films au cours des 2 dernières décennies. Et tout cela donc fait l'objet d'une visite lors du voyage Les Grands Lacs Italiens, îles et villas, qui se passe donc dans le nord de l'Italie, entre Piémont et Lombardie. Alors, nous visitons, je vais vous montrer un petit peu le déroulement. Nous atterrissons à Milan, ensuite nous allons au lac Majeur, où nous avons quantité de belles visites, à la Villa Balbianello, bien sûr, mais également donc, sur la fameuse pointe de Bellagio. Et nous découvrons donc un patrimoine qui est tout à fait original, puisque nous aurons l'occasion de découvrir 2 monts sacrés. Et ces monts sacrés, qui sont des chapelles de pèlerinage sur des petites montagnes ou collines en Piémont et Lombardie, c'est une spécificité donc, de cette région du nord de l'Italie. Il y a également, donc, au cours de nos visites, bien sûr, quelques incontournables, notamment au lac Majeur, où nous nous rendons, bien sûr, aux fameuses îles Borromée. Nous visitons Isola Bella, qui est à la fois un palais et un jardin baroque absolument sublime. Alors, en termes de randonnée, j'ai mis une image
de ma randonnée préférée. C'est celle qui est juste en face de Bellagio, sur le lac de Côme, lorsque nous allons au Castello di Vezio et que nous redescendons à travers les oliviers. Et donc, vous voyez aussi toute une rangée de cyprès en dessous. C'est une des particularités, c'est qu'ici, avec le microclimat de ce lac de Côme, eh bien, on voit pousser une végétation alpine tout en observant également une végétation méditerranéenne, notamment avec la culture de l'olivier. Ce sont les oliviers les plus au nord que l'on peut observer en Italie et dont on récolte les olives chaque année pour faire une huile, donc une toute petite production d'huile. Voilà une des belles randonnées que nous proposons, mais il y en a donc aussi au Mont Sacré, bien sûr, à 2 monts sacrés, l'un à Horta et l'autre donc sur les bords du lac de Côme. Après, bien sûr, il y a ces intérêts donc, architecturaux et patrimoniaux, bien sûr, ces îles Borromée. Et là, je vous ai mis une image qui me paraît très originale. Ça fait partie de nos très belles visites. C'est donc le Teatro Massimo, donc un théâtre architecturé dans un jardin sur le palais de Isola Bella, sur les îles Borromée. Donc un moment phare véritablement de nos visites. Voilà donc pour ce beau voyage sur les lacs qui dure 6 jours et qui inclut également le premier jour la découverte de Milan et notamment de sa cathédrale. Voilà, en continuant un peu plus au sud, un autre voyage que j'avais envie de présenter, c'était donc le voyage d'Eugène à Pise par les Cinque Terre et qui a un certain succès depuis plusieurs années déjà. Donc pour le situer sur la carte, c'est un voyage qui est à cheval entre la Ligurie, donc, que vous situez ici au nord, et la Toscane du Nord. Alors, vous voyez en bas à gauche, je vous ai mis une illustration d'une petite ville que j'aime beaucoup, qui a un caractère plus intime, c'est une ville moins fréquentée que d'autres villes de Toscane, qui est pourtant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la ville de Lucca. Et à Lucca, effectivement, nous effectuons de belles visites, notamment la cathédrale Saint-Martin, que vous voyez ici, avec son campanile, et puis également 2 autres superbes églises, ainsi qu'une promenade sur les remparts, tout ça étant classé au patrimoine mondial. Voilà le déroulement de notre voyage. La première découverte culturelle, c'est Gênes, tout d'abord, et ensuite, donc, nous nous rendons pour 4 jours dans les 5 terres, où nous nous rendons chaque jour de village en village à pied pour revenir à notre point de départ en train ensuite. Il y a également dans ce voyage un très beau moment où nous allons tout au sud des 5 terres, à Porto Venere, et qui fait partie également du classement patrimoine mondial. Et nous effectuons l'après-midi de ce 4e jour une visite chez un viticulteur qui nous fait monter sur ses terrasses de vignes, qui nous explique le difficile travail de la viticulture dans les 5 terres. Et bien sûr, par la suite, nous dégustons ces vins en sa compagnie. Voilà. Donc, en termes de randonnée, une image qui illustre un peu ce que nous effectuons sur place. Ces sentiers que l'on appelle les sentiers azur pour certains d'entre eux, et qui mène ici au charmant village coloré de Manarola, dans la partie nord des 5 terres. Voilà. Quant au patrimoine culturel, effectivement, il est très présent au début et à la fin du voyage, notamment avec la découverte de Gênes, comme je l'avais dit, la découverte de la ville de Lucca, donc une petite ville de Toscane qui est à découvrir impérativement, et nous terminons bien sûr avec un site emblématique, que nous sommes sur le Campo dei Miracoli, la place des miracles à Pise, avec sa fameuse tour penchée. Donc un programme qui est très complet en termes de marche comme en termes de visite, et qui a rencontré un certain succès au cours des années écoulées. Un autre voyage qui lui fait partie des classiques depuis la naissance en fait, de ces voyages de randonnée culturelle, dès la première brochure en 2010, eh bien, c'est le voyage Toscane, les chemins de la Renaissance. Alors, vous apercevez en bas à gauche, donc bien sûr, une vue prise depuis la Piazza Michelangelo, donc à Florence, et on aperçoit bien la coupole du dôme de Brunelleschi. La Toscane, tout le monde la situe, c'est ce bel espace qui est ici, donc sur les bords de la mer Tyrrhénienne. Et donc, en termes de parcours, nous commençons donc par le nord de la Toscane. Nous allons à Florence tout d'abord, où nous visitons quelques sites incontournables, la cathédrale, le baptistère, bien sûr, il y a la Piazza della Signoria. Nous allons bien sûr visiter la galerie des Offices pour y voir les chefs-d'œuvre de Botticelli et autres. Mais nous faisons aussi des randonnées qui vont nous mener sur les hauteurs de Florence, à Fiesole notamment, pour voir le lieu où Léonard de Vinci faisait ses expériences de machines volantes. Donc il y a des choses assez originales, avec de très beaux panoramas.
Et après donc 2 jours et demi passés dans Florence pour bien apprécier la diversité de son patrimoine culturel, eh bien nous partons dans le Chianti, précisément à Radin Chianti, où nous bénéficions d'un très bel agritourisme, et nous allons y découvrir les paysages toscans. Alors ces paysages, dont Maurice Druon, dans Les Rois maudits, écrivait à la suite d'un passage de description, un paragraphe de description, il disait « En Toscane, Dieu et l'homme ont fait œuvre commune ». Je crois que c'est assez vrai quand on admire effectivement le côté à la fois travaillé par l'homme et le côté sauvage qui reste dans ces beaux paysages de Toscane et particulièrement du Chianti, cette zone qui est entre Florence au nord et Sienne au sud. Nous y faisons donc plusieurs randonnées, une randonnée qui nous mène jusqu'à un bourg médiéval du nom de Volpaille, où nous dégustons des vins, et puis donc en direction d'un autre bourg médiéval le lendemain à Vertine, voilà, qui nous permettent de découvrir véritablement ces paysages que l'on peut découvrir dans la peinture Renaissance, notamment lors de la visite de la Galerie des Offices. Voilà. Et puis bien sûr, la Toscane, c'est non seulement Florence, Sienne dont nous faisons la visite, mais c'est aussi une randonnée, la randonnée des Belles Tours, qui nous amène donc depuis la campagne jusqu'à San Gimignano, que vous pouvez admirer sur cette photo. Donc un voyage qui a un bel équilibre, justement, là encore, entre les visites culturelles et la découverte de ce qui est l'un des paysages les plus fameux, les plus connus d'Italie, parmi les plus appréciés, bien évidemment. Sans compter, bien sûr, que la Toscane a de très grands atouts au niveau gastronomique, on s'en doute. Voilà, si on poursuit un peu notre voyage en Italie, en descendant vers le sud ici, il y a un autre voyage donc, que je souhaitais présenter, qu'on a appelé Rome et le Latium, des hommes et des dieux. Alors vous voyez ici en bas à gauche, c'est donc le temple de Saturne sur le forum, c'est le forum romain que vous voyez s'étendre donc, sur cette même image, donc sur la droite. Et tout cela, bien sûr, se situe dans le Latium, dont Rome est la capitale, situé ici sur la carte. Alors ce voyage, il nous amène à Rome pour découvrir à la fois, bien sûr, les places et fontaines, églises les plus célèbres de Rome, à travers de belles marches sous forme de promenade urbaine, et puis, bien sûr, un programme antique, classique, Forum, Colisée, Palatin, toute la découverte archéologique de Rome, qui est immense et que nous n'épuiserons pas en un seul voyage, bien évidemment. Nous avons l'occasion, au cours de nos randonnées, par la suite, de nous rendre sur la Via Appia, donc bordée de vestiges de l'époque antique, un lieu de calme, de sérénité, qui respire l'Antiquité à chaque pas, la découverte des catacombes également. Et puis, par la suite, nous nous éloignons de Rome pour aller à Tivoli, faire une belle randonnée sur le Monte Catillo, qui nous mène en boucle jusqu'aux fameux jardins de la Villa d'Este, qui sont bien sûr aussi classés au patrimoine mondial. Et tout en restant à Tivoli, nous nous rendons ensuite à la Villa Adriana, ce palais impérial à l'extérieur de Rome qu'avait fait construire l'empereur Adrien au IIe siècle après Jésus-Christ. Puis nous revenons à Rome, bien sûr, pour découvrir un patrimoine chrétien, la basilique Saint-Pierre notamment, et nous visitons ce qui est selon moi l'un des plus beaux musées de Rome, la Villa Borghese, la Galerie Borghese, dans laquelle on peut admirer des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, de Raphaël, du Titien, mais surtout et encore les chefs-d'œuvre sculptés donc du Bernin. Voilà donc pour les richesses différentes. Je ne pouvais pas éviter de vous présenter la fontaine de Trévi, bien sûr, qui ferait partie de nos promenades urbaines, bien évidemment. Et donc c'est un voyage qui est un peu plus urbain que les autres, bien sûr, mais qui nous promet de belles promenades sur les extérieurs de Rome. Et une belle découverte donc de la ville éternelle. Toujours plus au sud, et toujours, bien sûr, avec des éléments qui nous rappellent l'Antiquité grecque et romaine, qui est si présente en Italie. Il y a ce beau voyage que l'on a appelé Naples et Pompéi, à l'ombre des volcans et des cités ensevelies. Donc, la vue que vous avez en bas à gauche, c'est une vue du Forum de Pompéi que nous visitons. Et tout au fond, vous voyez, avec cette légère échancrure, c'est le Vésuve, bien sûr, sur lequel est prévue une randonnée lors de notre parcours. Voilà, la Campanie, c'est cette région qui est au sud de Rome ici. Nous en parcourons une partie seulement, c'est une très grande région. Nous parcourons essentiellement la baie de Naples, qui a beaucoup à offrir en termes de randonnée comme en termes de visites culturelles. Alors, voici un petit peu notre parcours. Il y a à la fois donc des visites
sur les origines grecques de la région, hein, lorsque nous allons à Cumes, hein, et que nous visitons l'antre de la Sibylle, puis donc à Pouzole, hein, qui est également une création grecque et qui est ensuite une ville donc, occupée par les Romains. Nous visitons le centre historique de Naples, bien sûr, avec ses anciens palais, ses églises, hein, une visite qui est très riche et très diverse. Nous montons au Vésuve lors de nos randonnées, bien sûr. Nous nous rendons à Pompéi, c'est inévitable, comme à Herculanum, hein, qui sont les deux villes donc recouvertes, hein, par l'éruption du Vésuve le 24 octobre 79 après Jésus-Christ. Et puis, donc, nous avons des choses un peu plus intimes. Nous nous rendons notamment bien sur le Vésuve. Hein, nous faisons l'ascension du Vésuve, enfin une partie de l'ascension du Vésuve, hein, bien sûr, donc à pied, pour admirer les plus belles vues sur la baie de Naples. Il y a également une très belle randonnée donc, sur site archéologique à Cumes. Et puis, bien sûr, cette randonnée, hein, qui est l'une des plus belles d'Italie, c'est celle du Sentier des Dieux, hein, qui porte bien son nom et qui se situe sur la côte amalfitaine. Voilà. Côte amalfitaine, hein, classée au titre du patrimoine paysager sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des plus belles randonnées en descente. C'est une randonnée qui est un petit peu exigeante, hein, qui nous prend 4 à 5 heures, hein, avec 1500 marches à l'arrivée, mais qui est accessible donc à toute personne qui pratique assez régulièrement la marche et qui a surtout envie de découvrir, hein, ces magnifiques paysages. Voilà. En termes de visite, hein, là je vous ai mis bien sûr, hein, une vue un peu plus générale, hein, une vue de la baie de Naples, hein, justement, donc avec en fond, bien évidemment, le Vésuve. C'est un voyage qui est très complet, donc, notamment au niveau archéologique, hein, pour la découverte de la région, et avec un site qui me plaît particulièrement parce qu'il est encore peu fréquenté. Nous sommes à peu près les seuls à y aller, c'est la Villa Oplantis, hein, une villa impériale du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a peut-être appartenu à Poppée, la seconde épouse de Néron, et qui, pour l'instant, n'est pas encore menacée par le surtourisme. Voilà, donc il y a de belles surprises, donc de belles randonnées, et également de belles découvertes gastronomiques à faire dans la région de Naples, hein, à l'occasion de ce voyage, donc Naples et Pompéi, baie de Naples. Plus au sud, hein, maintenant, descendons le long de la botte italienne, ici, et nous allons dans les Pouilles, hein, donc avec ce voyage, les Pouilles, authentiques et étincelantes. Alors, pour être précis, hein, c'est un voyage dans les Pouilles, mais il y a une petite incursion en Basilicate. La Basilicate, c'est cette petite région qui est coincée ici au sud entre les Pouilles à l'est et la Calabre, hein, donc au sud. Et en Basilicate, nous faisons une incursion pour voir un lieu que l'on ne peut pas effectivement contourner, hein, qui est absolument incontournable, c'est la ville de Matera. Et nous aurons l'occasion de l'admirer de jour comme de nuit. Matera qui a été, il y a quelques années en arrière, la capitale culturelle européenne. Voilà, c'est une visite absolument sublime et c'est un des points d'or, on va dire, de notre programme, qui est dans les Pouilles, donc, mais avec cette petite incursion en Basilicate. Ce que vous voyez en bas à gauche, hein, l'illustration que j'ai choisie, c'est l'un des bâtiments les plus célèbres, là encore classé au patrimoine mondial, le fameux Castel del Monte, qui a été construit par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, et que nous visitons bien évidemment lors de notre circuit, dont je vous présente ici la carte. Hein. Nous arrivons à Bari, dans le sud de l'Italie, pour ensuite visiter Lecce, qui est une ville baroque. Nous découvrons ensuite bien, les alentours avec Alberobello et ces fameux trulli, hein, qui sont comme l'emblème, hein, des Pouilles, hein, ces petites maisons donc chaulées en pierre sèche, hein, que l'on trouve dans la vallée de la Murgia autour d'Alberobello. Nous faisons bien sûr une incursion à Tarente, hein, la ville entre les deux mers, entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, pour y voir un magnifique musée archéologique, hein, donc notamment beaucoup de pièces grecques et romaines qui ont été trouvées dans toute la région, un musée riche, encore peu fréquenté, et avec une muséographie particulièrement moderne et agréable. Ensuite, de là, nous nous rendons, hein, bien sûr, à Matera, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Hein, c'est vraiment un point d'orgue de notre voyage. Et puis, nous remontons en direction du Castel del Monte pour finir donc en direction du Gargano, ce promontoire rocheux qui s'avance dans la mer Adriatique pour effectuer une magnifique randonnée. Je vais vous en montrer d'ailleurs une photo ici. Donc dans le Gargano, nous partons à Matinata, c'est une randonnée qui est une randonnée terre-mer, hein, on peut dire,
Nous partons de la plage et des champs d'oliviers qui sont dans la plaine, et nous montons au mont Saracen avec une montée un peu exigeante, mais qui à l'arrivée offre un panorama absolument sublime donc sur les côtes du Gargano. Tout en haut, eh bien, nous découvrons justement, c'est le but un petit peu de nos visites, une nécropole daunienne, donc, qui daterait d'avant la période d'occupation grecque dans la région. Et nous redescendons à travers les oliviers pour nous rendre à la plage de Matinata, où nous faisons ensuite notre pique-nique et où une baignade est éventuellement possible. Voilà donc pour ce qui est des visites culturelles qui sont très variées. Alors c'est un voyage un peu itinérant dans les Pouilles, parce que c'est la plus grande région d'Italie et que pour trouver effectivement les plus beaux sites, il faut se déplacer. Alors nous changeons d'hôtel donc tous les soirs jusqu'à notre arrivée au 6e jour à Bari. Et cela nous permet d'avoir une vue véritablement globale et la plus intéressante qui soit, donc de la découverte des Pouilles, authentiques et étincelantes comme nous l'avons appelé. Nos randonnées sont aussi des randonnées, bien sûr, alors dans les carrières qui ont été creusées au fil du temps et qui ont servi à édifier les bâtiments, mais également les villes des Pouilles. Et puis une belle randonnée, justement, à travers les oliviers centenaires près de la ville d'Ostuni. Au niveau du patrimoine, si j'ai choisi de vous présenter une image, pour moi, c'était Matère, même si elle n'est pas dans les Pouilles, cette ville troglodytique, donc, qui a été donc, quasiment abandonnée dans les années 50 et ensuite rénovée, et qui est aujourd'hui une des plus belles villes d'Italie, selon moi. Donc ça, c'est un moment de découverte, mais aussi d'émotion à Matère, donc en Basilicate, à quelques kilomètres de la région des Pouilles, et où nous nous rendons donc pendant notre voyage. Voilà donc pour ces voyages. Il y en a un autre, j'en reviens d'ailleurs, j'y étais la semaine dernière, un beau voyage là. On quitte l'Italie continentale pour aller en Sicile. Il y a deux voyages, il y a un voyage Sicile occidentale et un voyage Sicile orientale, qui sont tous les deux riches en découvertes, aussi bien en randonnée qu'en visite. J'ai choisi de vous présenter effectivement celui que j'ai pratiqué la semaine dernière, le voyage en Sicile occidentale, que l'on a appelé creuset de civilisation. Alors certains d'entre vous ont peut-être reconnu ce magnifique temple perdu donc, à l'intérieur des terres siciliennes, le temple de Ségeste, un temple de type grec, mais donc construit par une civilisation autochtone qu'on appelle les Élimes. Voilà, ça, c'est un moment particulièrement superbe de notre voyage qui se passe ici, en Sicile de l'Ouest. Voilà. Quant au parcours lui-même, nous partons de Palerme, bien sûr, pour découvrir ses palais, sa cathédrale, son palais des Normands avec la chapelle palatine et ses magnifiques mosaïques byzantines. Nous allons à Montréal, là aussi, donc sur les hauteurs de Palerme, pour découvrir ce qu'est cet art arabo-byzantino-normand que l'on ne peut voir nulle part ailleurs qu'en Sicile. Et puis, donc, c'est des découvertes grecques qui nous attendent avec Ségeste et le temple que vous avez vu sur l'image précédente, puis le grand site grec de Sélinonte, où nous nous promenons, où nous randonnons, même on peut le dire. C'est une randonnée sur site archéologique, où nous visitons également les caves d'où ont été extraits les blocs de calcaire qui ont constitué cette ville grecque. Puis il y a d'autres surprises, donc bien sûr la ville médiévale d'Erice, et en termes de randonnée, eh bien, nous faisons du bateau pour aller jusqu'à Levanzo, pour découvrir une des îles Égates. Donc là, c'est vraiment une pause dans la nature, avec de très belles vues sur la côte de Sicile et sur les autres îles Égates. Et puis, la randonnée emblématique de ce voyage, c'est la réserve naturelle du Zingaro, qui est le premier parc national créé en Italie en 1980. Un parc préservé, donc avec un sentier côtier, dont la randonnée dure à peu près 3 heures, donc un lieu un peu hors du temps et qui nous fait découvrir donc cette partie du nord et de l'ouest de la Sicile. C'est une des très très belles randonnées, un moment en pleine nature, un moment pour profiter véritablement des lieux, comme on le fait dans le cadre de ces randonnées culturelles. Voilà, j'ai choisi donc pour illustrer ce voyage en Sicile occidentale, un petit angle donc du cloître de Montréal, donc cette cathédrale avec son cloître occupé par des bénédictins, et qui est caractéristique de cet art qui est à la fois normand, arabe et donc byzantin avec ses mosaïques que l'on voit un peu partout.
C'est un moment de rencontre des cultures, et c'est aussi pour cela, effectivement, que le voyage s'est appelé creuset de civilisation. C'est un moment de rencontre des cultures qui s'est passé, effectivement, de la conquête normande jusqu'à l'arrivée, ensuite, des Angevins. Voilà, donc c'est ces moments de l'histoire qui ont laissé des traces architecturales, artistiques, qui ont marqué la Sicile et son histoire, qui vous sont présentés au cours de ce voyage en Sicile occidentale, et qui dure donc 8 jours. Alors, autre destination, là nous changeons, nous restons en Europe, mais c'est un patrimoine d'un type tout à fait différent que nous allons découvrir. C'est un voyage que j'ai créé il y a maintenant de nombreuses années pour la randonnée culturelle, afin de découvrir la Bavière, ou plus précisément la partie sud de la Bavière, puisque nous nous rendons donc à Munich et ensuite dans les châteaux de Louis II, avec plusieurs visites, bien sûr, d'abbayes, d'églises et autres. Alors, le monument le plus célèbre, bien sûr, celui qu'on vient voir du monde entier, c'est le fameux château de Neuschwanstein, que vous voyez donc sur l'illustration en bas à gauche. Et bien sûr, il fera l'objet de nos visites. Mais il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres découvertes. Voici le parcours. Nous partons effectivement de Munich, dont nous effectuons le tour, donc la première journée, donc avec la découverte de la place Sainte-Marie, de la mairie, donc également de la résidence qui était le palais des Wittelsbach à l'intérieur de la ville de Munich. Et puis, donc, nous partons ensuite à la découverte des châteaux de Louis II. Alors, notamment à Chiemsee, que vous voyez sur donc, la carte ici, qui est le Versailles inachevé de Louis II en Bavière. Après, nous nous rendons à Étal afin de randonner justement jusqu'à un château absolument superbe, qui est le château de Linderhof, dont vous verrez une illustration par la suite. Nous partons d'une abbaye située à 900 mètres d'altitude et nous faisons donc une belle randonnée assez facile, bien que faisant 13 km, pour nous rendre jusqu'au petit Trianon que s'était fait construire Louis II, donc près de l'abbaye d'Étal. Par la suite, bien sûr, alors voici donc une de nos très belles randonnées qui là aussi est très accessible. Nous sommes dans les Alpes, mais nous avons choisi donc des randonnées accessibles et accessibles à tous, on pourrait dire. C'est le tour effectivement du lac Alpsee lorsque nous sommes au pied du château de Neuschwanstein, que vous voyez ici sur la hauteur sur la droite, et du château de Hohenschwangau où Louis II a passé son enfance. Voilà, son château donc de l'enfance et celui de l'âge adulte. Et nous avons la possibilité d'admirer ces deux châteaux se reflétant dans les eaux claires du lac en faisant le tour du lac Alpsee et en pique-niquant, bien sûr, avec cette vue somptueuse sous les yeux. Voilà, donc quelques randonnées qui sont plutôt faciles, donc parfois un peu longues, mais plutôt faciles, en tour de lac ou à travers les forêts et qui offrent toujours de très beaux panoramas. Un des sites emblématiques que je voulais vous montrer pour illustrer nos visites culturelles, c'est celle qui se fait justement à l'issue de nos randonnées, partant d'Étal, traversant les forêts. Et nous arrivons donc non pas par le parking, comme tous les autres visiteurs, mais nous arrivons par le parc où nous visitons différents pavillons qu'avait fait construire Louis II en hommage aux opéras de Richard Wagner. Et ensuite, par le haut, il y a un petit temple de Vénus, et c'est de là que nous découvrons, donc avec cette belle perspective et cette belle fontaine, le petit Trianon de Louis II, donc qu'il avait nommé Linderhof. Voilà, donc pour ces découvertes, alors c'est un monde très différent de ce que j'ai présenté préalablement sur l'Italie, mais ici il y a de belles découvertes à faire concernant Louis II, ses châteaux, Wagner bien sûr, et également la mythologie nordique. Voilà donc pour quelques voyages que j'ai le plaisir d'accompagner depuis maintenant de nombreuses années dans le cadre de cette randonnée culturelle. Et j'en profite pour vous présenter également une nouveauté qui est déjà en ligne et se trouve dans le catalogue donc, des randonnées culturelles pour 2024. C'est le projet donc Ombrie, Ombrie et Toscane du Sud précisément, puisque ce voyage commence à Arezzo en Toscane, et que j'ai nommé donc l'Ombrie de terre et de lumière. Alors, c'est donc différentes villes d'art, bien sûr, donc Arezzo et Cortone, qui sont dans le sud de la Toscane, et qui sont riches de patrimoine, des villes médiévales absolument superbes. Et puis en Ombrie, ce sont les petites villes de Spello, où on peut admirer les peintres, donc, qui sont nés en Ombrie et qui après ont été actifs durant la Renaissance en Toscane et en Ombrie.
C'est la découverte aussi d'une civilisation hein, que l'on rencontre dans cette partie de l'Italie, je pense à la civilisation étrusque. Et nous aurons l'occasion donc de visiter quelques tombes étrusques ainsi qu'un musée étrusque lorsque nous serons à Cortone. Donc ça, c'est une des spécificités de ce voyage. En bas à gauche, eh bien, vous apercevez en fait la ville d'Assise. Alors nous ferons ici un sentier de pèlerinage, un chemin de pèlerinage qui sera notre sentier d'accès jusqu'à la basilique Saint-François d'Assise. Donc tout cela dans les merveilleux paysages d'Ombrie. Alors voilà, donc l'Ombrie, elle se situe ici, donc au sud et à l'est de la Toscane. Et voici un exemple des randonnées que nous faisons ici à l'approche d'une petite ville qui s'appelle Spello, où nous irons visiter la cathédrale. Il y a de nombreuses villes d'art, alors comme je vous disais, Arezzo, Cortone, Spello, Assise ou encore Pérouse, la capitale de l'Ombrie, bien sûr, et nous terminons notre séjour de 6 jours à Orvieto pour visiter sa superbe cathédrale. Voilà. En termes de peinture, puisqu'il y a de nombreux peintres Renaissance, de la première Renaissance, et même auparavant, qui sont nés donc en Ombrie. Alors avant, donc parmi les primitifs toscans, c'est Giotto qui a peint, bien sûr, il est célèbre pour cela, il a peint effectivement une grande partie de la basilique Saint-François d'Assise, et ce sera l'objet de l'une de nos visites. Et après, en termes de peintres célèbres de la première Renaissance, c'est Pinturicchio, bien sûr, et le Pérugin, qui a été le maître de Raphaël. Ces 2 maîtres sont originaires d'Ombrie, ils ont peint beaucoup en Toscane, mais ils ont peint également beaucoup dans leur pays d'origine. Les randonnées, comme je vous le disais, ce sont des randonnées donc dans la campagne, entre vignes et oliviers, et qui croisent très souvent des chemins de pèlerinage, et notamment, bien sûr, la fameuse Via Francigena, qui partait de Canterbury et qui remenait jusqu'à Rome pendant la période médiévale. Et parfois, ce sont des morceaux, des itinéraires de Saint-François, qui, bien sûr, sont très nombreux en Toscane et en Ombrie. L'Ombrie, c'est un peu, voilà, là, je vous ai mis une photo donc de la place centrale, la place du 4 novembre, avec le palais des prieurs et la fontaine, donc qu'on appelle la fontaine majeure ici, dans la capitale de l'Ombrie, qui s'appelle Pérouse. Donc ça, c'est aussi un beau moment de visite. Il y a la Galerie nationale d'Ombrie et ses peintres que l'on visite dans le palais, donc que vous observez ici. Voilà, donc une belle découverte de l'Ombrie, la découverte d'une ancienne civilisation, souvent méconnue, les Étrusques, de belles villes d'art, des peintres célèbres qui sont bien représentés donc en Ombrie, et puis de belles randonnées sous forme de chemin de pèlerinage. L'Ombrie, c'est un peu l'autre Toscane, comme on la surnomme parfois, ou le prolongement naturel de la Toscane. Et c'est un lieu qui est justement moins fréquenté, car un peu moins connu que la Toscane elle-même. Voilà, eh bien, j'ai essayé assez rapidement, c'est un sujet qui est assez large, donc de vous présenter quelques destinations, sachant que Sentier des Arts, ce ne sont pas que les destinations Italie et Bavière que j'ai choisi de vous présenter ici, ce sont des destinations plus lointaines, d'autres destinations en Europe, très variées. Ce sont des voyages qui offrent beaucoup de diversité, un esprit un peu différent du voyage culturel, et c'est tout simplement une autre expérience du voyage qui vous est proposée. Il y a un grand choix de destinations. Il y a une ouverture de nouveaux circuits chaque année. Voilà, et si vous souhaitez donc des précisions sur les visites ou sur les randonnées des voyages que j'ai évoqués, ou sur d'autres voyages, alors il y a bien sûr le chat en direct. Vous pouvez donc poster les questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses. Et puis par la suite, sinon vous pouvez bien sûr contacter Intermed. Vous voyez sur cette dernière illustration donc les coordonnées à la fois téléphoniques, le mail ou effectivement directement à l'agence, donc au 10 rue de Mézières. Voilà, eh bien, merci de m'avoir écouté et puis j'attends donc si vous avez des questions sur ces itinéraires culturels et de randonnée. Donc. Alors nous les producteurs, on a aussi quelques petites précisions. Donc l'Ombrie, en fait, elle est déjà en ligne, mais elle va être mise en vente d'ici une quinzaine de jours au plus tard. Donc vous aurez le programme définitif qui sera mis en ligne donc dans une quinzaine de jours. Je voulais juste préciser une petite chose aussi par rapport aux 2 Siciles, la Sicile occidentale et orientale. Pour l'année prochaine, nous avons en fait prévu les dates pour les 2 voyages, en fait, l'un à la suite de l'autre, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, bien évidemment, d'enchaîner en fait les 2 voyages.
Donc ça, c'est pour les petites précisions qui sont liées à la présentation d'Yvan. Alors après, je ne sais pas, Béatrice, comment on s'organise. Est-ce qu'on attend les questions ou est-ce que… Il y a déjà une question qui apparaît. Que représentent les temps de marche par rapport au voyage? Alors, c'est là où justement il est intéressant d'avoir les itinéraires détaillés que vous pouvez lire sur le site internet ou vous renseigner auprès des conseillers de vente. Il y a des voyages effectivement où les randonnées sont assez faciles et pas trop longues, avec un dénivelé donc limité, et d'autres où effectivement le temps de marche est un peu plus long. En moyenne, nos randonnées ne dépassent pas souvent les 3 heures et ne dépassent pas les 300 à 400 mètres de dénivelé. Mais c'est une moyenne. C'est une moyenne. Voilà. Et donc, on va dire qu'il y a, on essaye, là, c'est souvent sur une demi-journée pour les randonnées, sauf pour certains voyages. Et donc, voilà, c'est avant tout un voyage culturel et les randonnées, effectivement, occupent des demi-journées à l'intérieur du voyage. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions, Tania et Hugues, si vous voulez présenter un petit peu vos nouveautés. Alors, avant de parler peut-être des nouveautés, simplement, comme le disait Yvan tout à l'heure, il y a de nombreuses destinations qui sont proposées en randonnée. La France, avec le Luberon et la Bretagne, par exemple. L'Espagne, sur les chemins de Compostelle. Compostelle France aussi. Compostelle France également. Il y a également au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, et là on fait aussi référence aux nouveautés, la Jordanie depuis de nombreuses années, mais depuis cette année l'Égypte et prochainement Oman. Oui, tout à fait. Donc, qui font partie des destinations pour lesquelles il y a matière effectivement à randonner. Et comme le disait Yvan tout à l'heure, parmi les expériences que les randonnées offrent, il y a la rencontre et le partage avec les locaux. Et c'est des pays où cela est assez facile lorsqu'on décide de randonner. Donc, au niveau des destinations, on est pour le moment… bassin méditerranéen, un peu d'Europe centrale ou de l'Est, avec notamment les pays baltes, et puis le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les nouveautés, et le Royaume-Uni, donc avec les Cotswolds, on a du Malte, on a de la Crète aussi. Oui. Donc voilà. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas beaucoup de longs courriers, mais ça aussi, ça va venir. Ça va venir, oui, alors ça va venir à partir de 2025. Néanmoins, pour l'année prochaine, il y a une destination qu'on aime beaucoup chez Intermed, donc c'est le Japon. Et voilà, ça fait partie des nouveautés en fait pour 2024. Alors l'Égypte, donc c'est une nouveauté. En fait, on a déjà un départ sur l'Égypte fin 2023 en fait à l'occasion du Nouvel An. Donc, le programme est en vente et il y a 3 départs programmés, il y a 3 départs qui sont mis en vente à ce jour. Donc, pour tous les autres voyages, on est en train de finaliser les programmes dans quelques semaines, en fait. Oman et Lombrie vont être disponibles à la vente. Et d'ici le mois de novembre, donc Madère, le Japon. On a des projets aussi pour développer un petit peu l'Asie centrale. On vous proposera un voyage en Ouzbékistan, mais ça sera plutôt à l'automne, donc 2024, en octobre 2024. Et on a un projet sur la crête de l'Ouest, parce qu'à ce jour, nous avons un circuit en crête de l'Est, qui en 2024 est proposé en mai 2024, et la crête de l'Ouest en sera proposée probablement en octobre. Voilà, ça fait partie un petit peu des nouveautés à venir. Alors l'Égypte, on va dire, à ce jour, notre circuit, c'est un circuit, on va dire, regroupant les sites clés égyptiens. Mais nous allons également… Alors, vas-y, Hugues, tu vas prendre le relais puisque tu as travaillé sur le programme. On souhaite proposer des sites un peu hors sentiers battus. Donc, ça veut dire, parce qu'on ne peut pas non plus voyager pendant 4 ou 5 semaines pour tout faire. Donc, on va faire des choix et offrir la possibilité de découvrir le Sinaï, aller au Mont Sainte-Catherine pour l'automne 2024. Mais pour les départs du printemps.
les départs du printemps sont d'ores et déjà ouverts. Oui, mais nous allons effectivement dans la région du Fayoum et la vallée des Baleines. Exactement. On va dans la vallée des Baleines, qui est une région du Fayoum à 250 km au sud du Caire, pour y voir les vestiges des océans des ères préhistoriques, avec notamment des squelettes de baleines à même le sable. Donc c'est une expérience assez remarquable, avec on y voit réellement des squelettes, hein, c'est pas un os qu'on voit tous les 500 mètres, et dans un cadre de désert, mais aussi dans un cadre de petits plans d'eau, de cascades, qui est assez surprenant, très contrasté avec le désert. Donc voilà pour l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Hein. Donc, bon, pour Oman, on a un petit peu avancé sur le programme. Bon, c'est vraiment une très, très belle destination. Donc, je pense que le programme va être sympa. Moi, ça me plairait bien d'y aller. Donc, on va passer de toute façon. Alors, on passe. Bon, ça, on le fait aussi dans le circuit classique, mais on passera donc une nuit dans le désert. On découvrira Nizwa, et on fera pas mal de randonnées. Hein. Ça sera un programme où il y aura des randonnées pratiquement tous les jours. Hein. Et notamment, on fera une promenade sur le balcon de Jebel Stams et on aura une vue impressionnante sur le Grand Canyon d'Oman. Donc ça, c'est pour Oman. Ensuite, le Japon. Alors le Japon, normalement, les 2 départs du Japon seront aussi programmés. Alors ça, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait tomber pile poil pour certaines fêtes traditionnelles. Au mois de mai, normalement, le Aoi Matsuri, et le départ du mois d'octobre, normalement, pour le Jidai Matsuri à Kyoto. Et on va vraiment vous faire un joli programme. On aime beaucoup cette destination. Le Japon, c'est incroyable. Voilà. Si j'avais un conseil, un voyage à faire dans votre vie, c'est le Japon. Donc on débutera par Tokyo, bien évidemment. Et on va faire pas mal de randonnées. On découvrira la Nakasendo, qui est l'une des 5 anciennes routes du Japon de l'époque d'Edo. On ira dans les Alpes japonaises. On ira faire des marches, on va dire presque spirituelles, hein, sur les chemins de pèlerinage de Kumano-Kodo, qui est le cœur spirituel du Japon. Et bien sûr, nous verrons les beautés de Kyoto et de Nara. On va vous trouver des petits hébergements sympas aussi, des expériences. Qui rendront le voyage un petit peu inoubliable, original. Alors, un élément très important, et Yvan en est, si je peux dire, le porte-drapeau, nos conférenciers sont au cœur de la production de nos voyages de randonnée. Ils sont parfois même les inspirateurs. Yvan l'a dit pour l'Ombrie, mais c'est vrai pour d'autres voyages. Ceux de l'Italie, beaucoup sont les créations d'Yvan. On aurait pu citer Yveline, qui accompagne certains des voyages, et Yvan la connaît très bien. On pourrait citer également Sylvain Métaux ou Jérémy Lamas pour la Crète, puisque les voyages en Crète, c'est souvent lui. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de vous mettre entre les mains de grands professionnels culturels, mais aussi, n'est-ce pas, Yvan, des randonneurs. Oui, des passionnés et de la culture. Ça, c'est extraordinaire. Et pour ceux qui ont eu, j'ai vu parmi nos auditeurs qu'il y avait des personnes qui avaient déjà au moins une et parfois plusieurs fois voyagé avec Yvan. Voilà, on essaie de faire en sorte que tous les conférenciers par destination aussi, parce que chacun a ses prédilections, soient les plus à même de vous faire découvrir, de vous faire aussi rencontrer les populations, et ça c'est important, les expériences comme les pique-niques dont parlait Yvan, ou les dégustations sont au cœur de la découverte d'une randonnée.
Oui, Ça donne véritablement. envie. Oui, On suggère dans le chat les îles Lofoten. Est-ce que vous avez pensé à la Norvège et aux îles Lofoten comme destination? Alors, si, bien sûr, on a pensé à la Norvège. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, bon, ça n'a pas fait partie de la sélection des nouveautés, en fait, pour 2024. Bon, c'est un circuit, enfin, du moins, la Norvège existait lorsque nous étions donc en partenariat avec Alibert. Hein, donc nous l'avions. Et donc, mais effectivement, ça va faire partie des nouveautés pour 2025. N'oubliez pas d'inclure les îles Lofoten qui tiennent particulièrement à cœur à Christine, on dirait. C'est noté. Après, uniquement les îles Lofoten, ce serait compliqué. Ouais. Il faudra obligatoirement les jumeler avec, en faire une extension de la Norvège, effectivement, mais ce sera compliqué de ne faire que les îles Lofoten. Parmi les destinations que nous avons oubliées, et non des moindres, des destinations vraiment de randonneurs en Asie centrale ou enfin, Caucase, il y a l'Arménie et la Géorgie. Ah oui, l'Arménie et la Géorgie. Bon. En sachant que nous allons essayer de faire en sorte pour les prochaines programmations de proposer ces destinations qui puissent s'enchaîner également, comme on le faisait pour la Sicile. Pour ceux qui voudraient randonner en Géorgie, peut-être les raccourcir un peu, on verra, mais c'est des idées qui sont en cours. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser via le chat? Sinon, si vous n'avez pas d'autres précisions, Tania, Hugues, si vous voulez ajouter d'autres choses, sinon on va se quitter, mais dites-nous, peut-être Hugues et Tania, vous voulez ajouter, conclure et quelque chose. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des doutes, contactez le service client, il pourra vous aider. Bon, Hugues est très demandé. une demande au service client, certainement. Oui, c'est ça. Yvan, votre prochaine destination, c'est où avec sa randonnée culturelle intermède? Eh bien, justement, c'est en fin de semaine. Je pars pour Rome et le Latium. Tout à fait. Super. Voilà, super. Oui, c'est une destination que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de découvertes, un programme qui est très, très riche. Voilà. Ça donne envie, tout ça, de partir avec vous et de vous suivre, de sillonner les sentiers des randonnées culturelles. C'est gentil, Béatrice. Merci. Merci à Tania et à Hugues pour ces précisions. Merci Yvan, merci à tous. Merci à vous tous. Merci à vous et excusez-moi. Non, c'est normal, vous occupez. Yvan, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse terminer l'événement dans ce cas-là. Très bien. Eh bien, je ferme l'événement. Donc, merci à tous les participants et au plaisir donc, de se voir bientôt. Très belle fin de journée. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Au revoir.